les présents de bien vouloir s'asseoir. Au tribunal exceptionnel de la justice sociale s'ouvre à Auxerre aujourd'hui, le 7 mai 2021, le procès de 4 réformes. La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la réforme du code du travail et la réforme des chaussettes trouées. Les 4 réformes seront jugées successivement par le tribunal populaire. Mesdames et messieurs, la Cour, veuillez vous lever. Le juge. Veuillez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. Accusé, levez-vous. Enfin, la réforme du chômage te voit. Enfin, tu es devant nous. Depuis 2 mois et demi maintenant, nous sommes enfermés, ici et ailleurs, dans les théâtres, dans les lieux de culture. Donc depuis plus longtemps que Balkany, entre parenthèses. On sera resté enfermé plus longtemps que Balkany. De quel cerveau malade es-tu sorti? Un changement de conditions d'accès. J'essaie de faire le mot et puis j'y arrive même pas. Un changement de conditions d'accès à l'indemnisation. Est-ce que tu te rends compte de combien de milliers de personnes, de combien de centaines de milliers de personnes tu vas priver? Est-ce que tu te rends compte du nombre de personnes qui vont se retrouver dans la précarité? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Pour faire des économies. Ah ben ça c'est une réponse. Ça c'est une réponse. Et vous n'avez que ça comme réponse. Des économies. Des économies pour qui? Des économies qui vont servir à quoi? Est-ce qu'ils vont servir à construire d'autres lieux de théâtre, d'autres lieux de culture? Avec un changement du mode de calcul, on voit que vous avez des maths et des économies. Avant le calcul sur les jours, je parlerai encore plus fort sur les jours de salaire travaillé. Après la réforme, le calcul se fera en fonction du revenu mensuel, c'est-à-dire calcul des jours travaillés, mais aussi des jours chômés. Ça veut dire 840 nouveaux entrants qui toucheraient une allocation plus faible. La baisse de l'indemnisation va être au moins de 24%. Ça vous fait sourire? Bien évidemment. Et qu'est-ce que vous avez à répondre? Tout ça pour faire des économies. Des économies, bien sûr. Donc, par exemple, une personne qui aurait 6 mois de SMIC à 1230 €, jusqu'à maintenant, Pôle emploi lui verse 975 €. Après la réforme, elle aura plus que 659 €. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous voyez les économies? Ça, c'est de la réponse. Donc, des raisons mortifères qui nous obligent à occuper les lieux de culture, jour et nuit, aux intermittents du travail et du spectacle. À toi, la réforme chômage. Nous t'avons demandé de ne pas poursuivre ton projet. Nous t'avons demandé une prolongation de l'indemnisation pour les intermittents du spectacle, pour tous les travailleurs précaires, pour les extras et les saisonniers et tous ceux qui subissent la crise. Et toi, avec les politiques patronales, apparemment pour faire... Bien évidemment, oui, des économies, on est d'accord. Nous t'avons demandé une baisse de seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants ou les intermittents en rupture de contrat. Nous t'avons demandé de toute urgence que des mesures soient prises pour garantir l'accès aux fonctions maternité.
au congé maladie, à tous les travailleurs et travailleuses dont l'emploi en discontinu, ainsi qu'aux auteurs, aux autrices. Nous avons demandé des moyens pour garantir les droits sociaux, de la retraite, de la formation, de la médecine du travail, des congés payés, dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Sans avoir fait ma dessus, vous aurez compris, les intermittents ne bossent pas, donc ne cotisent pas, donc les caisses se vident. Nous avons demandé une concertation avec les organisations concernées, les salariés, les organisateurs et les prestataires, pour la mise en place d'un calendrier d'ouverture de l'ensemble des lieux de manifestation culturelle. Nous avons demandé un financement du secteur culturel, passant par un plan massif de soutien à l'emploi, en concertation avec les organisations concernées de salariés de culture. Et pour porter ces revendications, nous avons exigé, dans un délai bref, une réunion du Conseil national des professions du spectacle avec le Premier ministre. Mais tu nous ignores, tu nous méprises, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de concertation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on occupe encore, et on nous dit que bientôt, le 19, les lieux de culture vont réouvrir. Mais ils vont réouvrir pour qui? Pour nous? On ne peut pas y aller, on n'a plus d'argent pour aller au théâtre, ni au spectacle, ni au concert. Ils vont réouvrir avec qui? Avec les intermittents? Mais les intermittents, pour l'instant, ils n'ont pas signé de contrat, les intermittents, ils n'ont pas répété. Les intermittents, ils n'ont rien là à faire. Demain, le 19, ils n'ont pas de spectacle, ils n'ont pas de répétition. Donc ils vont réouvrir pour qui? Eh bien pour nous faire plaisir, pour nous dire ça y est, maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Les lieux de culture réouvrent. Mais au départ, les 107 lieux de culture fermés et occupés, on n'a jamais dit que c'était seulement pour la réouverture des lieux de culture. On a bien expliqué que c'était aussi pour une seconde année blanche. On nous l'accorde quand, la seconde année blanche? On nous l'accorde à un moment? Bien sûr que non, on parle des économies. Voilà. Des économies, des économies, des économies. Et l'assurance de la réforme, la réforme chômage. Quand est-ce qu'on en parle? Le 19? Quand tous les théâtres vont rouvrir? Quand ils vont tous rouvrir sans personne dedans? On en parlera de la réforme du chômage à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, on nous reparlera encore d'économie? Tout à fait. L'économie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Madame la juge, je demande la mort pour cette réforme chômage. Que le tribunal rende son verdict. Qu'on lui coupe la tête! Non! Non! On ne fera pas l'économie de la toute l'âme. Non! 3, 2, 1. Et voilà! Terminé la réforme chômage, terminé! Et une tête avec moi emmenée en enfer, une des petits, Fait entrer l'accusé, réforme des retraites.
du sang. Encore du sang. Ça va venir. Oui. Ça va venir, il va y en avoir. On espère. La sentence va tomber. Moi, douce machine. Veuillez l'excuser. Lankou, laissez-nous faire l'histoire des vivants. Je regarde. Ça m'étonne pas qu'il y ait des problèmes à comprendre cette réforme des retraites qui n'est ni fait ni à faire. Accusé réforme des retraites, levez-vous. La réforme des retraites. Quel projet mortifère, encore un de plus. Vous pensiez avoir suffisamment travaillé, pouvoir enfin profiter d'une existence tranquille de vos petits-enfants, de loisirs. Eh bien non. L'État, quelques cerveaux malades, qui entre nous ne se sont jamais fatigués au travail, à l'usine, nulle part, ont décidé de s'asseoir. Sinon, ça m'énerve et j'ai l'impression qu'on va. Ça va me rendre encore plus agressif. Alors un projet qui fera de nous des esclaves jusqu'à la fin de nos jours. Le projet en une ligne, c'est qu'on puisse travailler toute notre vie, rapporter de l'argent aux actionnaires et ne pas coûter d'argent aux caisses de retraite. Puisque le fait de ne jamais prendre sa retraite nous verra mourir au boulot, la boucle est bouclée et les économies sont faites. Jusqu'à maintenant, on pensait pouvoir se reposer tranquillement et laisser la place à l'entreprise, aux suivants, aux plus jeunes. Maintenant, il va falloir travailler toujours plus longtemps. Et si on me demande, mais à quel âge alors je vais pouvoir enfin partir à la retraite? Et quel sera le montant de ma pension? Dites-vous bien que c'est lié, on a voulu nous faire croire le contraire. On nous a parlé d'âge pivot. Vous en avez souvent parlé. Et de réforme. Mais que c'était différent, qu'on ne pouvait pas tout mélanger. Mais dites-vous bien que le montant de votre pension, il est lié forcément à l'âge auquel vous allez pouvoir partir. 62 ans, c'est l'âge minimal à partir duquel on pourra prendre sa retraite. Mais la surprise, c'est que ça sera avec une décote. On n'en avait pas trop parlé de la décote. Et quand on a voulu en parler, nous, les concernés, les travailleurs, on nous a expliqué que c'était un vilain mot et qu'il ne fallait pas trop en parler. Sauf qu'on a découvert qu'il y avait un autre mot, l'âge pivot. Alors on nous a dit, l'âge pivot, non, c'est pas joli non plus, on va parler d'âge d'équilibre. L'âge d'équilibre, il est déjà plus à 62 ans, mais à 64. Hop, encore 2 ans de plus. C'est là où on pourra enfin demander à ce qu'on puisse prendre notre retraite. Ce sera selon des accords de branche. La durée de cotisation, que vous ayez n'importe quel âge, ne pourra pas se faire, ne sera valable, sans avoir travaillé 516 mois, soit 43 ans. Alors entre nous, quand vous vous serez arrêté pour X raison, parce que vous aurez eu envie de prendre une année sabbatique, quand vous vous serez arrêté pour élever vos enfants,
quand la maladie vous aura fait arrêter de travailler, quand les pertes d'emploi multiples vous auront mis au chômage, les trimestres ne seront pas comptés. Pas comme si vous aviez travaillé. Ça veut dire que vos 516 mois, vos 43 ans, pour les avoir un jour, l'idéal pour partir à 60 ans, c'est de commencer à travailler à 11 ans. J'ai fait le calcul, c'est bon. Ça vous parle? Oui, bien évidemment. Les vieux au boulot, il faut. Les vieux au boulot, qu'elle dit. Alors, est-ce que le montant de la pension va diminuer? Parce qu'après tout, une fois qu'on y est à la retraite, je dis bon, j'ai été un peu taquin et je sais pas, je suis pas mort au boulot. Alors, je vais quand même avoir une pension. Alors, on sait déjà que si le système est adopté en l'état, le niveau de pension de quasiment tous les salariés va baisser. Pourquoi? Eh bien parce que le gouvernement verrouille les dépenses dévolues au financement de nos retraites à leur niveau actuel, c'est-à-dire 14% du PIB. Or, le nombre de personnes partant à la retraite va augmenter dans les prochaines années. Pour être clair, le gouvernement nous contraint à payer plus de pensions avec la même somme qu'aujourd'hui. Ça vous parle, ça? Je ne sais pas si on entend la réponse quand même de l'avocat des réformes des retraites. Je ne sais pas si on entend bien. Les vieux au boulot. Voilà. Parce que les pensions dépendraient d'un calcul sur l'ensemble de la carrière et plus sur les 25 meilleures années. Alors je parle pour le privé, ou les 6 derniers mois dans le public, comme c'est le cas avec le système actuel. Toutes les périodes de galère impacteront le montant des pensions de retraite. Alors je vous le disais, l'impact en cas d'interruption de carrière, alors chômage, maladie, accident de travail, maladie professionnelle. Actuellement, toutes ces périodes sont prises en compte pour l'acquisition des droits à la retraite. S'agissant de la durée de cotisation, comme du calcul du montant des pensions, le projet gouvernemental ne permet donc pas de créer de nouveaux droits pour les travailleurs ayant eu des carrières hachées. C'est-à-dire pour tous les travailleurs qui, par exemple, dans Lyon ou en Bourgogne-Franche-Comté, font partie des innombrables usines qui en ce moment se délocalisent, ferment ou sont vendues en Roumanie. Cette mesure est donc potentiellement régressive. J'attends une explication. On laissera nos petits vieux au boulot dans tous les cas. Vous devez aller au boulot. Jusqu'à la mort. Alors, il est prévu d'acquérir des points supplémentaires pour les périodes de chômage, de maladie, d'accident de travail. Alors, vous m'expliquerez avec quel argent on va acquérir ces points supplémentaires. Mais on ne sait pas combien de points on aura droit, ni dans quelles conditions. On ne sait pas. Le tout renvoyé à la publication de décrets. Il faut attendre les décrets. Pour les précaires, pour les privés d'emploi, seulement 37% des inscrits à Pôle emploi sont indemnisés. Là, maintenant, aujourd'hui. Les 63% restants ne touchent pas d'allocation. Ils ne cotiseraient donc pas pour leur retraite avec ce projet. L'allocation d'assurance chômage est de 1010 € net. 50% des allocataires qui touchent moins de 860 €. Non, ce n'est pas pour maintenant. Les gens qui ne veulent pas travailler, qui se complaisent dans les aides de l'État, se complaire avec 860 € par mois, je vous assure que la complaisance, elle est très minime quand même. Et c'est bien pour ça qu'on n'attend pas autre chose. Bien évidemment. Allez-y, allez-y les vieux. Allez au boulot. Et les vieux au boulot. Il va falloir qu'elles s'en prennent une, ouais. Alors, est-ce que en 2025, donc c'est pas si loin pour quelqu'un qui atteindrait les 62 ans en 2025, alors j'ai pris 2025 parce que c'est pas très vieux, on est en 2021, donc ça peut quand même concerner pas mal de monde. Vous allez me dire,
est-ce que je peux partir en 2025 si j'ai 62 ans? D'après ce que j'ai lu, j'ai cru comprendre que quand même, je pourrais partir à la retraite, parce que j'en ai aussi un peu plein le cul d'aller bosser tous les jours. Alors oui, même avec une pension minorée, même si vous avez toutes vos annuités. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'âge. Ça, le gouvernement ne vous le dit pas aujourd'hui, maintenant. Le projet, il sera possible de partir à la retraite à 62 ans avec une décote. Il faudra travailler jusqu'à l'âge d'équilibre, c'est-à-dire 64 ans aujourd'hui. C'est ce que elle, aujourd'hui, nous dit, elle, la réforme des retraites. Mais comme elle nous dit aussi... Je continue à le dire. 64 ans, vous êtes vieux? Vous allez y retourner les vieux, vous allez y retourner encore pour un sacré paquet d'années. Qui va décider de la valeur des points? Alors ça, c'est une question aussi qui a toute son importance aujourd'hui, depuis 1 an et quelques, avec la période Covid, où on a vu que les intérêts financiers de l'État étaient malmenés, puisque l'indice du point de retraite sera indexé directement sur le PIB du pays. Ça veut dire que quand, comme aujourd'hui, on nous explique qu'il faut faire des économies constamment, parce que la France dépense beaucoup d'argent pour nous aider, pour nous soigner, pour prendre soin de nous, n'est-ce pas? En tout cas, pas pour nous fournir des masques. Hein. Ce PIB a une valeur fluctuante, selon les mois, même selon les semaines. Ça veut dire que demain, à la retraite, vous aurez au mois de juin une pension de 1 500 €, mais vous aurez 3 mois plus tard une pension de 800 €. Ce sera selon le PIB. Et l'index, il va bouger comme ça. Et là, il n'y aura rien à faire que d'attendre et d'espérer en croisant les doigts, et bien que le mois prochain, que le trimestre suivant soit meilleur. Comment on peut justifier cette réforme? Comment on peut l'admettre? Comment peut-on avoir envie? Comment peut-on imaginer que ce soit supportable? Il n'y a pas d'autre solution, les vieux au boulot, point. On entend souvent le slogan, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Alors pourquoi le sort de ces deux catégories de travailleurs est lié? Eh bien, bonne question. Reporter l'âge de départ à la retraite n'a aucun effet sur le nombre d'emplois. Mais cela a un effet important sur le profil des travailleurs. Il y a en effet des vases communicants entre le plus âgé et les plus jeunes. Ainsi, entre 2010 et 2015, le nombre de travailleurs de 60 ans, ou plus même d'ailleurs, ou plus de 60 ans, a augmenté. Et en même temps, le nombre de travailleurs de 40 ans ou moins a baissé. Concrètement, reporter l'âge de la retraite fait travailler les plus âgés dans des conditions insupportables et met les jeunes au chômage. C'est pourquoi, Madame le juge, pour que cette réforme ne voit pas le jour, je demande la mise à mort de la réforme retraite. Que le tribunal rende son verdict. Puisque vous voulez mettre les vieux au travail, eh bien, je vais laisser la possibilité à une autre personne, un autre jeune, trop jeune et trop bête, réforme retraite, à l'encoup, à la mort, qu'on lui coupe la tête. Accusé, réforme de Oui, vous retraite. pouvez applaudir. Vous avez ou non? C'est une bonne chose. Enfin débarrasser cette réforme. On en aura passé des jours et des semaines dans la rue contre cette réforme.
Et une réforme en moins. Viens, mon enfant. Oui. Faites entrer l'accusé, réforme des chaussettes trouées. Des chaussettes trouées. Accusé, levez-vous. Chaussettes trouées, chaussettes décousues, chaussettes percées. Combien d'humiliations avons-nous eu à subir en la visite médicale, chez les amis chez qui on se déchausse? Combien de fois s'est-on tapé la honte à cause d'une chaussette en qui on avait confiance et qui au dernier moment, sans prévenir, nous a trahis? Qu'est-ce que ça vous inspire? Chaussettes, malmenées, chaussettes trouées. C'est malin, parce que vous chantez peut-être. Quand en vous déchaussant, vos amis, votre famille se moquent de vous, rigolent, alors que pourtant vous avez pris soin constamment, nous tous, de nous couper les ongles, de les limer, parfois même de les peindre. Et ça ne suffit pas. Même une paire de chaussettes neuves, bien rangées dans le tiroir, à laquelle on aura toujours pris soin, on lavera jamais à plus de 30 degrés. Non, c'est obsessionnel. Il va falloir nous humilier systématiquement et laisser nos pieds enfermés constamment. Et si on est à plusieurs, on a passé une dure journée au travail, en se disant qu'on va bosser jusqu'à 67 ans comme la réforme précédente, on n'enlève pas nos chaussures parce qu'on voudrait se détendre. À cause de quoi? À cause de vous. Toujours les chaussettes, malmenées, chaussettes trouées. À quel moment vous considérez que les chaussettes sont malmenées? À quel moment? Je vais vous dire, je crois que vous êtes un peu démoniaque. En faisant quelques recherches, j'ai appris qu'en France, la machine à fabriquer les chaussettes était arrivée en 1666. J'y ai vu à ce moment-là, non pas le 1000, mais le 666, chiffre du diable. Comme par hasard. On aurait pu ne pas démocratiser cette mode, alors qu'au contraire, on en a fait de toutes les couleurs, en laine, en coton, que sais-je, pour plaire, pour être à la mode, pour être à l'aise. Et au lieu de se satisfaire de cette montée en puissance de fabrication, non, un trou à droite, un coup au talon, un coup à l'orteil, systématiquement. Et là, tout le monde trouve ça normal. Ça vous choque pas? Chaussettes, malmenées, chaussettes trouées. Ridicule. Ridicule, comme votre affaire de se trouver systématiquement, uniquement pour nous embêter. Cette histoire finira mal. Vous nous en êtes peut-être pas rendu compte, mais on a le choix de nous laisser tomber. Eh oui, on a des bas, on a des collants qui ne filent pas. Avec ce qu'on a maintenant, on peut très bien décider que tous maintenant, terminé, les chaussettes trouées, on n'en entend plus parler. Ça n'existera plus. Et là, vous pourrez toujours chanter. Oui, chaussettes trouées, chaussettes malmenées, chaussettes trouées, chaussettes malmenées, chaussettes trouées. Chaussettes malmenées. Non, n'y arrivez pas. Non. Je plaiderai jusqu'à la fin de l'existence des chaussettes. Et c'est à Madame le juge que je demanderai cette confirmation et l'annulation de l'existence même de la chaussette.
le tribunal rende son verdict. Effectivement, les chaussettes trouées, c'est un énorme problème qu'il va falloir éradiquer. Existentiel. Mais avant cela, j'aimerais juste... Est-ce que vous avez une idée de pourquoi, à chaque fois qu'on met une paire de chaussettes complètes dans la machine à laver, il n'y en a plus qu'une à la fin? Est-ce que vous pourriez me le dire? Non. Non? Vous restez muet? Vous restez troué? Rien à rajouter. Eh bien, vous allez rajouter un trou, ce n'est pas grave. Allez, qu'on lui coupe la tête! Chaussettes trouées, chaussettes malmenées, chaussettes trouées, chaussettes malmenées. Non, madame. À la guillotine! Non. Jamais. Vive les chaussettes trouées. Non. Vive les chaussettes trouées. Faites-le taire! Vive les chaussettes trouées. Ah bah on l'entend moins maintenant, hein! Réforme du Code du travail. Enfin! Accusé, réforme du Code du travail, levez-vous. Alors vous vous souvenez sûrement de ces semaines encore, toujours les mêmes, passées dans la rue, à hurler, à s'insurger d'une réforme qui nous est tombée dessus. Alors bien sûr, nous on a cru qu'on allait pouvoir l'arrêter, à croire qu'on n'était pas assez nombreux à être énervés. Je pense qu'il y a de ça quand même. Vous vous souvenez qu'à l'époque, des ministres qui avaient bien réfléchi, les mêmes que tout à l'heure, jamais bossé de leur vie, ils ne savent pas ce que c'est qu'un SMIC, se sont dit le code du travail, il est un peu trop épais. On va le réduire un peu. Alors on avait même eu Pujadas sur France 2, au journal télévisé, qui nous avait parlé d'un code du travail trop lourd. Comme si on nous demandait de le porter, de le peser, de le manger, je ne sais pas. Alors on a décidé de le réduire, ce code du travail. Alors on avait M. Macron, à l'époque, accompagné de Mme El Khomri, vous vous souvenez peut-être de nos pancartes. Ils ont décidé tout un micmac, en gardant quand même l'appellation Code du travail, mais en changeant beaucoup de choses. Alors beaucoup de choses que vous n'avez peut-être pas vues tout de suite, que peut-être encore aujourd'hui vous n'avez pas remarqué, mais qui nous sommes plusieurs à vous remarquer, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, que les décrets tombent les uns après les autres et modifient l'actuel Code du travail. Aujourd'hui, par exemple, avec un simple accord, on peut passer de 10 heures à 12 heures de travail maximum par jour. La durée maximale du travail de nuit peut être augmentée. Ça,
MEDEF, on est plus contents, justement. Les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures peuvent être fractionnées. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde. Mais quand vous êtes au boulot 11 heures de suite, enfin 8 ou 10 heures de suite, les 11 heures que vous voudriez passer ailleurs qu'au boulot, je vous assure que vous y tenez. Une mesure dans l'entreprise peut être imposée par référendum. Alors là, on se dit, ça c'est quand même chouette, parce qu'un référendum, nous, on a toujours aimé ça. Parce que c'est là qu'on nous demande notre avis. Non. Voilà. C'est pas de cet avis-là dont on parle. Là, c'est un référendum qui pourra être adopté même contre l'avis de 70% des syndicats. Alors vous savez, les syndicats, c'est ceux qui, dans la boîte, sont souvent derrière vous avec des tracts et vous expliquent ce qu'il ne faudrait pas accepter ou ce qu'il faudrait changer dans la boîte. Voire même parfois, ils vous demandent de ne pas bosser et de rester dans la cour. Généralement, c'est cela que les patrons craignent. Et c'est bien pour ça que cette réforme, elle plaît au MEDEF. Une entreprise, par exemple, depuis la loi travail, peut faire un plan social. Alors, le mot social n'a de social que de nom, puisqu'il peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques. Alors, un plan social, je vous explique, ça a l'air un peu compliqué comme ça, parce qu'on dit c'est un plan, je suis pas architecte, bon, il y a du social, donc c'est sympa. Non, un plan social, c'est ce qu'on appelle une charrette. Un plan social, c'est quand les actionnaires se réunissent et se disent « on ne gagne pas encore assez de pognon, il suffirait d'en enlever 10, des salariés, pour qu'on ait un peu plus de thunes. » C'est ça qu'on appelle un plan social. Alors il y a encore pas longtemps, il fallait quand même que le patron justifie de certaines difficultés financières pour dire « je suis obligé de licencier 3, 4, 10 personnes ». C'est plus la peine. Il n'a plus besoin de se justifier. Et ça, vous le justifiez comment? Nous, au MEDEF, on est contents. Hein. Le MEDEF est content. Le MEDEF est parfaitement content. Alors, il y a un autre truc sympa aussi auquel ils ont pensé. C'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors ça, bien sûr, tout le monde ne comprend pas exactement ce que ça peut vouloir dire. Ça les arrange, hein. Ça veut dire tout simplement qu'on pourra prendre la mesure au moins 10 ans. Pour vous expliquer un petit peu rapidement, c'est comme par exemple une convention collective vous octroie un droit, c'est dans la convention collective, mais on pourra y faire un accord de branche. Si l'accord de branche est moins bon que la convention collective, le patron gardera l'accord de branche. La loi travail, c'est la précarisation sur ordonnance. Par rapport aux ordonnances, ça fait penser au médecin, le médecin, ça fait penser à la santé. Moi, la santé, ça me fait penser au CHSCT. Alors, le CHSCT, il y en a peut-être encore parmi vous qui savent ce que c'est, mais il est possible aujourd'hui de ne plus savoir ce que ça veut dire. Parce qu'en fin de compte, ça a été éliminé. La personne qui s'occupait du CHSCT dans une entreprise, alors c'était souvent un syndicaliste, le même, hein. Je vous disais qu'il me suit dans l'usine, dans l'entreprise avec des tracts. Et celui-là, ça arrangeait toujours pour expliquer au patron, il en avait le droit, c'était son rôle, pour expliquer, voilà, ça c'est pas possible à l'utiliser, cet escabeau, cette échelle, que sais-je. Il s'occupait de la sécurité de l'employé, de l'outil dans l'entreprise. Alors ça emmerdait un petit peu tout le monde, cette histoire. Parce que c'est vrai qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas aux normes. Ça pouvait être gênant, ça coûtait de l'argent de mettre aux normes certains locaux. Et bien la loi travail, elle l'a enlevé. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de CHSCT. Comme ça, on est tranquille. Alors ça ne veut pas dire que les accidents du travail ont disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça veut juste dire que cette fonction-là, ce sujet-là, on n'en parle plus. Et ça, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le MEDEF est content. En réécrivant une partie du Code du travail, la loi dit qu'elle connerie, il porte sur le temps de travail, alors en supprimant le principe de faveur de la hiérarchie des normes, on en a parlé, les mesures auxquelles un accord de branche ou d'entreprise
ne peut quand même se déroger, sont dites d'ordre public. Sur les autres propositions, la loi n'est que supplétive. C'est-à-dire qu'elle s'applique seulement lorsqu'il n'y a pas d'accord. C'est le cas par exemple des heures supplémentaires, qui devaient auparavant être rémunérées partout, dans n'importe quelle boîte, avec une majoration de 25% puis 50%. Désormais, un accord d'entreprise. Alors un accord d'entreprise, c'est pas avec votre accord à vous, hein. On s'en fout, hein. C'est le patron qui prend l'accord. Il a généralement un élu, j'allais dire syndiqué, ça m'embête de dire ça, mais enfin bon, il a choisi quelqu'un, il l'a mis à la place, il lui a dit t'es d'accord, ils sont d'accord. Et du coup, cette majoration qui était de 25 puis de 50, elle peut passer à 10. Ça veut dire que maintenant vous faites une heure supplémentaire et vous êtes super content parce que du coup elle est payée 10% de plus. C'est chouette 10% de plus. Hein? T'es content? Vous savez, nous, le MEDEF, on est heureux, on est content de tout ça. Pas vous? Oui, Alors un thème supplémentaire est ajouté, c'est la gestion à la qualité de l'emploi. Là, on pourrait se dire quand même, là, ils pensent à nous les salariés, nous les ouvriers, parce que quand même, la gestion et la qualité de l'emploi, là, on se dit, on va bosser quand même dans de bonnes conditions. Mais c'est pour mieux déroger à la loi avec des conditions dérogatoires de recours au temps partiel, au CDD, à l'intérim et au contrat de chantier. Les thèmes dans lesquels les entreprises ne pourront déroger sont les suivants, il n'y en a pas 50. C'est le salaire minimal, pour l'instant, ça, on l'a gardé. Excusez-moi. Le MEDEF ne sera pas content, mais enfin. Les classifications, pour l'instant, on a réussi à le garder. La mutualisation des financements paritaires, on a réussi à le garder, c'est-à-dire le fonds de prévoyance, la complémentaire santé, complémentaire d'indemnité journalière, on l'a gardé. Alors, ce qu'on a gardé aussi, c'est dans la liste, hein. Mais enfin bon, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ça, on l'a gardé. Et puis, nous, en tant que femmes, madame le juge, hein, pourra confirmer, on est trop contente parce qu'effectivement, l'égalité, on y tenait. On ne savait pas encore trop à quoi ça ressemblait, mais on s'est dit, on la garde. Ça doit être bon. Non, mais Hercule, c'était quasiment une bourse. C'est toujours deux différences de 26%. On nous a expliqué que non, c'était plus une impression. C'est une grosse impression quand même, hein. C'est une grosse impression qui fait que les chiffres ne sont pas les mêmes hein, sur le bulletin de salaire. Enfin, comme je n'ai pas fait là-dessus, je ne vais pas me permettre d'argumenter là-dessus. J'imagine que vous avez un argument. Le MEDEF est content. Alors, il n'y aura pas de dérogation non plus sur une nouvelle régulation des contrats courts, les conditions de recours au CDI de chantier. Alors, les branches pourront quand même interdire les dérogations et instaurer des clauses de verrouillage sur seulement 3 thèmes. Alors ça veut dire que même en discutant entre branches, même en essayant de dépioter les conventions collectives, ils n'auront pas le droit de changer quoi que ce soit sur la prévention des risques professionnels et de la pénibilité. C'est gentil, sauf que je vous rappelle qu'il n'y a plus justement de CHSCT, c'est-à-dire le titre qui disait attention, l'escabeau il n'est pas bien, l'escalier est puissant. Ils ne pourront pas déroger sur le handicap et les conditions et les moyens d'exercice d'un mandat syndical. Alors là, comment vous dire? C'est-à-dire que dans la loi, quand vous êtes syndiqué, que vous avez un mandat dans votre entreprise en tant que syndiqué, vous êtes protégé. En 2 mots, vous êtes protégé surtout de toute augmentation possible. Vous êtes protégé de la boîte de chocolat qui vous aurait fait mal au foie à Noël. Vous inquiétez pas, vous ne l'aurez pas. Et vous êtes protégé de tout avancement possible. Gardez quand même le taf, parce que pour en trouver un autre avec votre mandat syndical, il va falloir ramer dur hein, quand même. Mais enfin, la loi vous protège. Hein. Mais syndiquez-vous quand même. Hein. Alors, le problème, c'est que sur tous les autres sujets, eh ben, c'est l'accord d'entreprise qui prévaudra. L'accord de branche ne sert à rien. L'accord de branche, c'est tous ceux du même métier qui s'étaient dit il faut qu'on fasse des règles. Et bien ça saute. C'est l'entreprise. Alors à moins d'avoir un patron super sympa, qui vous écoute, qui discute,
de ce qui va pas dans l'entreprise, de ce qui pourrait être amélioré, ça existe hein, par contre. Hein. Il y en a. Hein. Enfin, il y en a quand même pas beaucoup. Hein. Bah, il y en a tellement pas beaucoup qu'ils ont décidé que le code du travail c'était vraiment trop emmerdant et qu'il fallait le dépioter. Ça, comme réponse. On sera toujours content au MEDEF. Est-ce que vous oseriez le dire un peu plus fort quand même, ça Ah, bien sûr, bien sûr. Hein, que le tribunal l'entende, cette Nous, au réponse-là. MEDEF, nous serons toujours contents. Toujours pas compris, non. Vous n'avez pas compris. Ça doit être ça, on n'a pas dû comprendre. On n'a pas compris aussi pourquoi, par exemple, l'article 4 permettra maintenant aux entreprises de choisir les conventions collectives les moins disantes. Alors les conventions collectives, quand on parlait des branches, c'est un peu la même chose. Moi, je fais tel métier, donc je dépends de telle convention collective. Toi, tu fais un autre métier, donc tu as une autre convention collective. Et dans ces autres conventions collectives, il y a à chaque fois des règles qui ont été discutées, débattues par le patronat, mais pas aussi par les syndicats, par les ministères. Et là, le patron, la convention collective, eh ben, il va pouvoir en prendre une autre. Là, j'imagine que vous allez me répondre. On ne changera pas de discours. Nous, on est tout le temps contents au MEDEF. Elle garde son masque quand même pour le dire. À croire qu'elle n'est pas fière. La loi travail. Vraiment, vraiment, je le répète, au MEDEF, on est content. Et je réitère, je pense que vous ne comprenez pas. Vraiment. De rien. J'ai pas mal d'articles encore à vous citer. On pourrait continuer comme ça longtemps. On s'est rendu compte aussi que les contrats de travail maintenant avaient changé. Que les horaires, les congés même. Aujourd'hui, alors pas seulement avec l'état d'urgence lié au Covid, mais que déjà maintenant avec cette nouvelle loi travail, eh ben, les vacances que vous avez prévues chez mamie, chez tata, chez votre amant ou votre maîtresse, il va pas falloir s'avancer de trop pour choisir les dates, parce que la loi travail permet aussi de dire au patron très vite et sans vous prévenir que vos dates, elles changent. Ça veut dire que le salarié n'est jamais respecté, que la famille du salarié n'est jamais respectée. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Vous ne respectez ni les lois déjà faites, ni les travailleurs, ni les syndicats. Qu'est-ce qu'on est content au MEDEF. Assassin! Quoi d'autre? Je demande la mort de la loi travail! Que le tribunal rende son verdict. Bien, j'ai envie d'avoir votre avis. Qu'en pensez-vous? Avant le procureur. À quoi? La bourse? À bas la bourse? À bas le CAC 40? À bas la loi travail? Les actionnaires. À bas les actionnaires? Capitalisme, libéralisme, à bas. Capitalisme! À bas le libéralisme! Allez! À bas la loi travail! Ah, on l'entend moins là, hein? Elle avance à pas de velours. Remarquez, elle avait avancé à pas de velours aussi, hein, pour nous la mettre à l'envers, hein. Quand même. Faut relever, À mort la loi travail! À mort la loi travail! À mort la loi travail! Non. Sa tête, je veux son sang! Je veux sa tête! Je veux sa tête! Non. On a dit qu'on citait personne, hein, bien sûr. Hein. C'est un copain. Et voilà! Suis-moi.
À bientôt. Elle est morte 2 fois. On est sûr qu'on la verra pas cette réforme. La séance exceptionnelle du tribunal de justice sociale est levée. Vive le MEDEF! Oh non! Ah mais si, merde! Merci beaucoup.